Vous présenter sur l'implication, la valorisation, reconnaître le rôle des praticiens hospitaliers dans l'enseignement. Et donc pour moi, c'est l'implication des sites non universitaires et puis aussi des PH de CHU, puisque un certain nombre de PH de CHU sont extrêmement impliqués dans l'enseignement. Il ne faut pas oublier de savoir les reconnaître dans ce mouvement général. Alors, au tout début, je voudrais d'abord vous démontrer le besoin absolu pour les universités, pour les facultés, de pouvoir utiliser toutes les ressources volontaires dans l'enseignement et donc notamment les praticiens hospitaliers. Donc, vous connaissez probablement cette courbe, qui est la courbe du numerus clausus qui était fixée en 1972, qui aboutit donc à un très grand creux entre les années 80 et 2000, qui a remonté dans les dernières années pour revenir à des chiffres de formation, d'entrée dans les études de médecins identiques aux années 70. Et ce gigantesque creux aboutit à cette carte. Alors c'est une carte déjà un peu ancienne de l'ordre de l'ordre des médecins, qui montre là en bleu les zones de déserts médicaux, sachant que cette carte s'est encore aggravée récemment. Il y a d'autres départements ou d'autres zones de départements qui sont également concernées maintenant. Alors, on peut rentrer un peu plus dans les détails. C'est en train de remonter, de se combler. Vous voyez, par exemple, ma région des Pays de la Loire, par rapport à la France, on est en dessous et on comble un peu, mais on passe de moins 19% à moins 13%. Et sur le tableau à droite, il y a des régions où ça va être encore pire, puisque si on prend le centre Val-de-Loire, en fait, l'évolution ne va pas être positive dans l'avenir, mais va même être négative dans les années à venir. L'autre point important de ma diapositive précédente que j'ai marqué, c'est que cette sous-densité médicale qui à certains endroits va s'aggraver s'associe à la modification sociologique du rapport au travail par les jeunes médecins, avec une volonté affichée de privilégier un équilibre différent, une diminution du temps de travail. Donc on se retrouve avec un temps médical qui globalement va être en baisse dans pas mal d'endroits et une répartition inégale de ce temps de travail. Cette répartition étant de deux ordres entre les régions, c'est ce que je vous ai montré, et puis aussi entre les villes universitaires et non universitaires. Ça, j'ai pas de carte à vous montrer, mais ça, c'est une projection une analyse de NDPS qui est assez claire. C'est que les sous-densités médicales sont dans les départements, dans les zones dans lesquelles il n'y a pas de faculté de santé. Après 12 ans de parcours dans une ville universitaire, un étudiant, en pratique, reste dans une ville de taille identique, qu'elle soit universitaire ou non, mais en tout cas, reste dans une grande ville. Alors, quelles vont être les réponses de l'université et donc le besoin qu'il va y avoir face à ce problème de densité et de répartition? Donc, il y a un cadeau un peu empoisonné qui a été fait par le ministère dans la réforme du premier cycle des études de santé, qui est la suppression du numerus clausus et en fait le transfert de la compétence pour fixer le nombre d'étudiants qui rentrent dans les études médicales du ministère, par ce biais du numerus clausus fixé de façon nationale, à facultés et ARS. C'est un cadeau un peu empoisonné, puisqu'on va demander tout d'un coup aux facultés de régler le problème que le ministère en fait a organisé pendant 20 ans précédemment. Donc on a des gigantesques pressions politiques pour augmenter le nombre d'étudiants dans nos facultés. Alors, il faut comprendre un peu le schéma, parce que ce qui nous intéresse dans les services, c'est souvent les internes, parce que c'est ceux qui contribuent aux soins, mais le nombre d'étudiants qui rentrent en deuxième année vont en fait être amenés à l'ECN, mais à l'ECN, dans une faculté, une très grande majorité, chez nous à Angers, 70%, partent dans une autre région. Alors on retouche 75%, parce qu'on a un peu plus d'internes qui arrivent que d'étudiants qui partent. Mais en fait, on ne fait par les étudiants, par les externes, qu'à contribuer à un pool national qui va venir ensuite réalimenter ce qu'on va pouvoir toucher localement comme interne. Donc former des étudiants de second cycle, c'est la contribution à l'effort de guerre national. Et puis une fois qu'on a les internes, là pour le coup, on commence plus un peu à travailler sur ceux qu'on va pouvoir effectivement récupérer plus tard dans le cadre de la vie professionnelle. Mais il faut pouvoir participer à ces différents échelons, pool national et ensuite les internes. Les facteurs limitants pour arriver à cette augmentation capacitaire, alors j'en ai listé plusieurs, mais j'ai mis en rouge ceux qui nous concernent directement, c'est les terrains de stage et c'est les enseignants. Alors,
avant d'aller un peu plus loin, juste pour souligner l'ampleur de ce que ça représente en termes financiers par exemple, il y a un chiffre qui a été annoncé, c'est plus 20% d'étudiants en formation dans les facultés de médecine, plus 20% dans 6 ans, arrivant au 3e cycle, ça fait à peu près 2000 internes en plus par an. 2000 internes en plus par an à payer juste pour la paye des internes. Je ne parle pas en termes de formation qui va avec, mais la rémunération des internes dans le cadre de stage, ça fait 200 millions d'euros annuels à injecter par le ministère de la Santé, parce que c'est le ministère de la Santé qui paye les internes, à injecter dans à dépenser. Alors, donc ce qui nous manque, c'est les stages et les enseignants. Donc, vous voyez là où je veux en venir. Et d'autant plus que s'il faut mettre les étudiants là où il y en a besoin, c'est généralement dans les endroits sous-dotés et également sous-dotés en enseignants. Vous avez sur ce tableau le nombre d'enseignants par étudiant, le nombre d'étudiants par enseignant dans toute la France. Et vous voyez les très très grandes disparités. Par exemple, à Paris 5, il y a 6 étudiants par enseignant, alors qu'il y en a 15 à Lille 2. Donc on a un rapport de 1 à 3 pour le nombre d'universitaires par étudiant. Donc, face à ce besoin d'augmentation capacitaire, face à ces déséquilibres régionaux, il y a plusieurs solutions. C'est répartir les hospitalo universitaires, ça j'y crois peu. Nommer des nouveaux hospitalo universitaires en masse, j'y crois peu. En revanche, aller impliquer, reconnaître le temps d'enseignement des non-universitaires et des sites non universitaires, ça en revanche, c'est probablement quelque chose qui est pertinent et faisable. Le deuxième axe dont vous avez parlé, c'est qu'il faut faire une augmentation capacitaire, mais il faut aussi pouvoir emmener les étudiants aux endroits où il y a besoin d'eux. Donc combler ce déséquilibre entre les villes universitaires et non universitaires. Et donc il faut emmener les étudiants dans les sites non universitaires au cours de leur parcours, ça s'appelait territorialiser la formation ou universitariser le territoire. La représentation de la carte de ma subdivision, donc il y a le CHU à Angers qui va rester le zone pivot de formation, mais il y a aussi Laval, il y a aussi Le Mans, il y a aussi Cholet, donc 3 sites qui là ont des réanimations tout à fait capables, si je contextualise un peu pour les réanimations, d'aller former des étudiants, des externes, d'aller former des internes, mais ça, il faut l'organiser, il faut le reconnaître, il faut le créer dans le cadre de parcours. Cette universisation du territoire, en fait, relève d'un principe qui est assez simple qu'on l'énonce, c'est qu'il faut mettre aux mêmes endroits les étudiants, les enseignants, là où il y a les besoins. Alors, pour vous donner une petite idée des chiffres, c'est que si je prends par exemple les étudiants de second cycle dans ma subdivision, au Mans, qui accueille beaucoup d'étudiants hospitaliers, 50 en ce moment, là aujourd'hui, alors ce matin. À Cholet, il y en avait 20, à Laval, il y en a 10. Au CHU, en même temps, il y en a 550. C'est beaucoup, beaucoup trop par rapport aux capacités d'encadrement du CHU. Et donc, tout ce qui pourra conduire à mettre les étudiants en dehors des villes universitaires, c'est assurer que l'étudiant soit mieux formé dans la ville universitaire parce qu'on va diminuer le nombre d'étudiants par enseignant. Ça va permettre aux étudiants de découvrir autre chose que la ville universitaire. Mais pour ça, bien sûr, il faut impliquer et reconnaître ce temps d'enseignement des non-nus et des sites non universitaires. Alors Damien Roux, on a parlé tout à l'heure, mais cette réforme du 2e cycle vient donner sur ce tripode connaissances, compétences, parcours, une modification majeure avec la voie de la compétence, avec ces évaluations de la compétence, cette nécessité d'évaluer les étudiants en stage et dans le cadre des écosses, de former les étudiants en compétences en stage, qui vient donner un rôle majeur au stage, et donc le besoin de formation, mais pas que de formation, d'évaluation de la formation sur le cadre des terrains de stage par le biais de ces examens cliniques objectifs structurés. Donc vous avez bien compris tout mon argumentaire pour démontrer, c'est ce que disait J. Annan, qui est donc un doyen également, le rôle majeur, et c'est pas juste fondé sur votre envie, c'est le besoin majeur d'impliquer les PH et les sites non universitaires dans l'enseignement pour augmenter les capacités d'enseignement et d'encadrement, pour territorialiser ces capacités et pour arriver à tenir l'enjeu des réformes des études de second cycle. Donc d'un côté, on a un besoin, ce que je viens de vous démontrer. D'un autre côté, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire à vous l'envie que une très grande partie des praticiens hospitaliers
ont d'enseigner, de participer à l'enseignement, au compagnonnage pour former les jeunes générations. Bien évidemment, quand on met le besoin et l'envie, c'est parfait en face, mais la question c'est quels sont les moyens pour valoriser cette concordance besoin-envie et l'organiser. Alors, dans les facultés de santé, qui sont des organisations assez pauvres financièrement, il y a quelque chose qu'on sait très bien faire, c'est le troc. Donc, il y a une première réponse sur cette valorisation des praticiens hospitaliers, qui est le système du troc. Donc, d'abord, c'est répondre aux soins individuels d'encadrement, qui est une sorte d'épanouissement personnel au-delà du soin. Et donc, dire à un PH qui veut encadrer qu'il n'y a aucun problème, on va pouvoir lui donner des étudiants, des internes, des externes, c'est évidemment quelque chose qu'on sait faire. Ensuite, une chose sur laquelle vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose qui est majeur pour vos services, c'est d'avoir des externes peut-être un peu moins parce qu'ils ne contribuent pas directement à l'effort de soins, mais des internes, c'est quelque chose d'absolument majeur dans la vie d'un service, du fait de leur participation aux soins, qui viennent soulager l'activité clinique. Et donc l'investissement est directement reconnu par le fait que vous allez avoir plus ou moins d'internes. Ça constitue également le vivier de recrutement pour renouveler les troupes, et donc ça contribue à ce parcours universitaire et cette visibilité du service. Ensuite, dans le cadre du troc, il y a la contribution à la vie facultaire. Alors, j'ai découvert, en étant doyen, qu'il y avait un collège P au conseil de faculté. Le collège P, c'est les personnes non universitaires impliquées dans l'enseignement, dont typiquement les PH. Donc, il y a une place dans les conseils de faculté pour des praticiens hospitaliers qui veulent exprimer leur voix dans les facultés. Il y a évidemment aucun problème pour un praticien hospitalier qui veut participer à des enseignements facultaires. Il n'y a qu'à demander, et aucun doyen refusera à un praticien hospitalier volontaire de participer aux enseignements. Et puis par ce biais, il y a des moyens techniques un peu détournés pour donner accès aux environnements numériques facultaires pour des non-universitaires, la bibliothèque universitaire, les différents sites techniques. Maintenant, évidemment, la deuxième partie, et qui est un peu le cœur du sujet sur lequel on discute depuis tout à l'heure, c'est la reconnaissance financière et statutaire des praticiens hospitaliers et des sites non universitaires impliqués dans l'enseignement. Alors, il y a différentes possibilités, mais qui n'ont pas du tout la même construction. Il y a, je vais en détailler, les valorisations, je dirais, individuelles, qui est de valorisation ou reconnaître une mission supplémentaire par rapport au poste de PH, mais ce qui pose la question de comment ça se combine avec un poste de PH, qui sont les reconnaissances de titres universitaires, de professeurs associés, mais de maîtres de conférences associés, qui pose la question de comment ça se combine avec un poste de PH. Alors, pas pour les praticiens hospitaliers, mais pour les libéraux, il existe le statut de maître de stage universitaire, qui n'est pas ouvert au PH, mais l'esprit est intéressant. Un maître de stage universitaire est rémunéré 600 € par mois pour l'encadrement d'un interne. 200 pour un externe, mais 600 pour un interne. La finalité, l'esprit de cette valorisation est de compenser la perte de ressources sur les consultations non réalisées par le temps perdu, le temps consacré plutôt, à l'enseignement. Et en fait, ça soulève la question de quand un PH, donc il n'a pas accès à ça, mais va passer du temps à enseigner, c'est effectivement du temps de soins qu'il va avoir en moins. Alors on peut se dire que c'est bénéfique pour la vie du PH, mais l'hôpital qui est quand même intéressé en premier à sa stabilité financière et à sa T2A, on pourrait se dire quelle demande il va faire pour compenser la perte d'activité clinique du praticien hospitalier. Et donc là, on rentre dans un rapport différent qui non pas la valorisation individuelle, mais la valorisation du service et de l'hôpital pour le service rendu pour la communauté pédagogique. Et donc là, on rentre vers des questions différentes. Est-ce que c'est l'hôpital va être capable d'accorder du temps de PH supplémentaire pour faire les soins qui n'ont pas été faits pendant la partie pédagogique? Est-ce que c'est trouver des postes supplémentaires sous forme non pas de PH supplémentaires mais de chef de clinique de territoire? Je vais vous en parler juste après. Est-ce que c'est d'aller trouver des moyens pour non pas du temps de soins supplémentaires, mais des aides aux fonctions support administratif, du support recherche? Est-ce que c'est avoir des moyens pour des bourses de formation, pour des congrès? Il y a probablement d'autres outils à trouver. Ce que j'ai mis en souligné, c'est ce qui existe déjà. Ce que j'ai mis en non souligné, c'est des choses qui
devrait rentrer dans la discussion, notamment dans le cadre de l'axe 2 du Ségur de la santé. Comment est-ce qu'on peut valoriser? Mais on n'a pas encore ces outils. Sachant que le dialogue doit s'établir entre deux ministères, ce qui rend les choses plus compliquées, qui sont le ministère de la Santé et des Solidarités, et puis le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. Le MESRI va payer la partie universitaire pour vos associés, maîtres de conférences associés. Tout ce qui est temps hospitalier va plutôt être payé par le ministère de la Santé et des Solidarités. Alors, pour la territorialisation, il faut intégrer ça à un plan collectif. C'est ce que nous avons fait, nous, à Angers, avec d'autres universités, avec un plan qu'on appelait territoire universitaire de santé, qui vise à aller voir les collectivités territoriales, leur dire vous avez un problème de démographie médicale dans votre département. La faculté, on en est prêt à répondre en envoyant des étudiants en stage dans vos territoires pour que plus tard ils restent sur place. Mais pour ça, on a besoin de temps de formateurs universitaires, donc donnez-nous de l'argent pour avoir des temps universitaires sur des sites. Et en plus, on va vous rendre attractifs vos sites, donner une image universitaire à un centre hospitalier qui ne l'était pas, en donnant un affichage universitaire. Donc, voilà, moi, les départements ont répondu oui, les agglomérations principales ont répondu oui, et nous avons pu créer des postes de chef de clinique assistant, 2 au Mans, 1 à Laval, à partir de novembre 2020, avec une construction qui est en fait assez simple. C'est que la partie hospitalière du salaire, qui est autour de 31 000 € par an pour un chef de clinique de première année, est payée par le centre hospitalier. La partie universitaire, qui revient à peu près à 25 000 € par an, est payée par les collectivités territoriales. Et on a d'autres projets à venir. Les collectivités territoriales sont extrêmement intéressées pour pouvoir contribuer à cet effort universitaire. Pour eux, c'est un affichage majeur. Les centres hospitaliers sont généralement très intéressés d'avoir cet affichage universitaire. Et puis, ça permet à des jeunes d'avoir un premier tremplin dans un centre hospitalier sans avoir à partir ailleurs. Évidemment, ce premier tremplin, l'idée, c'est qu'il reste derrière dedans. L'étape d'après, en fait, on s'y attendait pas, mais est arrivée par le Ségur de la santé avec l'annonce de la création de 250 postes en 5 ans, d'associés et des titulaires, validés par les CNU pour couvrir les besoins et projets des territoires, y compris paramédicaux. Donc c'est la mesure 5. Je vous ai mis en haut à droite le résumé de ce qui est marqué dans le texte. Alors, on avait réalisé une cartographie des sites, enfin des disciplines, des personnes qui pouvaient prétendre à des postes de maître de conférences, à des postes de professeurs associés, avec une notion qui est quand même importante, c'est que le titre de professeur est un titre qui l'utilisation peut agacer les PUPH de stricte obédience, en disant qu'ils ont fait un parcours difficile, ils ont passé plein d'étapes, et que d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui est nommé professeur, qui utilise le titre, c'est source un peu de tension dans la communauté hospitalo universitaire. Donc nous, localement, on a décidé que sur ces postes-là, pour prétendre à un titre de professeur associé, il fallait un niveau qui n'était pas trop loin d'un titre de PUPH, pas tout à fait le même, mais pas très loin, et donc il fallait avoir une thèse de sciences ou une HDR. Maître de conférences associé, on a des critères qui sont évidemment en dessous, et le plus important étant d'avoir un projet recherche et enseignement. Alors si on décompose ces 250 postes, en revanche, on perd un tout petit peu de la magie du chiffre, puisque ça fait 250 postes en 5 ans, mais sur 38 UFR santé, ça fait 6,6 postes par an par UFR. Alors on peut imaginer que la répartition ne soit pas partout pareil, que certains puissent avoir que 6,6, et donc ça fait 1,3 postes par an. Et quand on creuse avec le ministère, qui ne sait pas encore tellement d'ailleurs comment ils vont faire pour répartir ces postes et quelles sont les clés quel dossier il faut remonter. En fait, ils nous disent que sur ces 250 postes, ils disent qu'il y en a 50% qui seront financés par l'État et 50% qui seront sur ressources propres, en tant que ce qu'on a fait collectivité territoriale, ou est-ce que l'université est capable de mettre de l'argent en plus. Et alors, globalement, l'université n'est pas capable de mettre de l'argent en plus dans la rémunération d'enseignants associés de médecine, alors que déjà les composantes de médecine sont déjà vues comme les plus riches de l'université. Donc, vous voyez que, en fait, il va falloir aller chercher ces postes, il va falloir les financer soi-même. En tout cas, ça veut dire qu'on a la possibilité technique d'aller créer dans des centres non universitaires. Le ministère va être d'accord pour créer les lignes. Maintenant, il faudra les financer. Alors, en parlant de financement, qu'est-ce que c'est justement, si on peut avoir des projets? Un poste de professeur associé mi-temps, à Paris, c'est 30 000 € par an. Un poste de maître de conférence associé mi-temps, c'est 25 000 € par an sur des postes de 2 à 3 ans renouvelables. La question, c'est quelle est la combinaison avec des postes de praticiens hospitaliers? Alors, il n'y a pas de règle établie. Il ne faut surtout pas passer à un poste de professeur
mi-temps et un poste de PH mi-temps. Parce que vous voyez bien que la rémunération d'un professeur mi-temps est très en dessous de celle d'un PH mi-temps et on serait extrêmement perdant. Donc l'idée est plutôt de convaincre vos directeurs d'hôpital de garder un PH plein temps et de rajouter des missions supplémentaires en disant que c'est un investissement pour l'hôpital, d'avoir un PH qui va peut-être donner un peu de temps universitaire, qui va être financé de façon individuelle, mais en tout cas de ne pas réduire la quantité de temps PH du salaire. Donc il y a une discussion à avoir avec les directions générales de l'hôpital sur les missions, la répartition de temps de travail, et faire attention à ne pas déstabiliser le service, l'hôpital, avec l'arrivée de ces titres universitaires qui peuvent être évidemment moins bien vécus par ceux qui ne l'ont pas. Ça peut évidemment créer des jalousies, aussi bien localement que dans la communauté universitaire. Il y a d'autres possibilités qui sont en cours d'exploration, ou qui sont à explorer. Est-ce qu'on peut faire des cartons, donc donner moins d'argent, mais reconnaître au moins le titre? Est-ce que la statut de maître de stage universitaire qui n'est réservé qu'aux libéraux pourrait passer sur les praticiens hospitaliers? Et puis je vous ai parlé de tous ces outils de valorisation plutôt du service sous forme de temps hospitalier supplémentaire, de valorisation de secrétariat, d'outils recherche. Là, je suis intéressé par avoir l'avis de la FHF sur cette possibilité de dégager du temps, de la ressource pour reconnaître l'investissement de façon un peu indirecte. Donc là, le mode d'emploi pour des projets d'enseignement-recherche qui pourraient aboutir à des postes de maître de conférence, il faut aller voir son coordinateur de DES, il faut déléguer à son directeur de centre hospitalier, le président de la CME localement, et évidemment avec le doyen pour voir qu'est-ce qui peut être construit comme projet, et ensuite aller voir si c'est un poste national ou un poste de collectivité territoriale. Donc en conclusion de comment reconnaître et valoriser l'activité des praticiens hospitaliers en pédagogie, il y a incontestablement un besoin majeur pour les facultés en termes de nouvelles exigences d'enseignement, d'augmenter les capacités, de les territorialiser. Ça passe avec un dialogue entre le coordinateur de DES et le doyen, et puis toutes ces nouvelles pistes là qui sont vraiment un dialogue avec le ministère et puis de façon concrète l'ARS et le directeur de votre hôpital, et puis ensuite chef de pôle, chef de service bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas pour la clarté de ton exposé. Et on voit bien vers quoi on va évoluer et probablement là aussi l'attractivité que ça peut exercer sur nos collègues. Donc la place pour les questions, soit sur le chat, soit dans la salle. Et peut-être je pourrais commencer, Nicolas. Tu as parlé éventuellement d'un certain nombre d'interrogations de collègues universitaires sur la reconnaissance de cette activité par les praticiens hospitaliers. En tous les cas, c'est une possibilité. Et je m'interrogeais justement sur, finalement, qu'est-ce qui, en dehors des postes de professeur ou de maître de conférence, qu'est-ce qu'on demanderait, qu'est-ce qu'on attendrait comme critère? Est-ce que c'est le simple fait d'être là et de vouloir, ça suffit? Ou est-ce qu'on est en droit d'attendre, de demander une formation? Comment tu verrais les choses pour cette reconnaissance? Alors, pour préciser la question, c'est la reconnaissance du praticien hospitalier, qui fait de l'enseignement, qui fait de l'encadrement. Qu'est-ce qu'on attendrait pour reconnaître ça? C'est compliqué parce qu'il y a déjà énormément de praticiens hospitaliers qui font déjà beaucoup depuis plusieurs années. Donc leur demander de faire encore plus, alors que simplement on devrait déjà reconnaître que ce qu'ils font, on ne peut pas faire sans eux. Donc voilà, il faut déjà commencer à faire la cartographie, le bilan de ce que chacun fait. Et il ne faut pas avoir à rougir de dire, attendez, regardez ce que je fais des années. Enfin, déjà ça demande, ça mérite reconnaissance. Après, je pense qu'il faut aller séduire son directeur d'hôpital, son directeur d'ARS, ses collectivités territoriales. Et pour ça, on ne peut pas se contenter dans un service de se dire qu'un poste de maître de conférence ou de professeur associé va être justifié uniquement par son rôle dans le service. Il faut les vendre au niveau de l'hôpital, du centre hospitalier, qu'on va avoir une application transversale sur tout l'accueil des étudiants, sur l'organisation de la formation, que ça ne va pas être au service, sans mauvais jeu de mots, du service dans lequel on est, mais de l'ensemble de l'hôpital dans lequel on est, parce que c'est ça qui va intéresser, je dirais, les financeurs, c'est d'avoir, non pas dire, je vais voir, grâce à moi, si vous me reconnaissez comme une valence universitaire dans mon centre hospitalier, je vais rendre merveilleuse la formation en médecine intensive réanimation. Ça, le degré d'engouement va être modeste, mais dire, je vais
augmenter la capacité de formation médicale de l'ensemble de l'hôpital, ça pour le coup on commence à être porteur. Et en complément de ça, est-ce qu'on attend de ce praticien qui va faire de la pédagogie, de l'accompagnement, une formation spécifique? C'est-à-dire, est-ce qu'on va lui demander un DU de pédagogie? Est-ce qu'on va demander de participer à des séminaires? Non, je crois qu'il faut... très souvent, la plupart des personnes qui font ça ont déjà été anciens chefs, donc ont déjà eu des formations de pédagogie, en plus ont une expérience. Il y a évidemment des formations d'actualisation à faire. Vous voyez, les réformes sont nombreuses, changent radicalement le panorama. Et donc, il y a une actualisation sur les nouveautés pédagogiques, sur la façon d'évaluer, qui sont bien sûr à faire. Mais faut pas qu'on tombe dans un formalisme excessif. Il faut rendre... C'est quand même pas un parcours d'hôpital universitaire de stricte obédience qu'on peut demander. Alors... Merci beaucoup pour votre intervention et puis pour le projet qui est présenté, qui je crois, je dirais, est un peu dans l'esprit de chacun sans être forcément formalisé. C'est-à-dire qu'on voit bien que la rigidité entre d'un côté un monde universitaire et de l'autre un monde non universitaire avec des professionnels qui seraient très distincts l'un de l'autre, avec des missions qui ne pourraient pas être faites de la même manière en université, en CHU ou en centre hospitalier. Je crois que c'est un modèle qui est dépassé et qu'en effet, il ne s'agit pas de dire bon, ça c'est le passé et puis l'avenir sera sera complètement différent, mais en effet d'essayer de voir un peu, d'innover pour montrer que dans les interstices entre des personnes qui ne font pas du tout d'enseignement et de recherche, puis des personnes qui en font en partie, notamment dans les centres hospitaliers non universitaires. Je crois que c'est très bien et en effet, il faut participer à la reconnaissance de ces activités et je pense qu'en effet, c'est certainement la voie de sortie pour résoudre les difficultés actuelles d'inéquité de répartition au niveau des encadrants. Moi, la question que je me demandais, c'est comment vous en êtes venu à choisir les différents, je crois qu'il y a 3 ou 4 praticiens maîtres de conférences associés. Comment vous les avez choisis, les spécialités? Pourquoi je pense que ça peut être intéressant, notamment pour susciter l'envie de d'autres régions. Et puis, je pense qu'en effet, il y a une question de financement. Et si les régions sont capables de financer, je pense que c'est bien. Et du coup, l'autre question, c'est sur la durée, est-ce que c'est quelque chose qui est vu comme des personnes qui vont rester définitivement sur ce double statut, ou est-ce que ça va tourner? Est-ce que les régions s'engagent sur le long terme? Voilà. Merci. J'imagine que vous avez une réponse aux questions vous-même. Donc sur la première partie, les critères de sélection, ça s'est essentiellement fait sur le dialogue avec les CME et les directions générales de ces sites hospitaliers, à qui, très clairement, on a posé la question, voilà, on souhaite faire monter en avant, puisqu'il va y avoir une demande, des appels à projets probablement du ministère pour ces postes du Ségur de la Santé. Donc on va faire le travail ensemble en amont. Et donc c'est une discussion sur votre site, quelles sont les personnes les plus impliquées dans l'enseignement, dans la recherche, et qui sont à même de porter un projet, pas que dans leur service, mais sur l'ensemble de la communauté médicale. Nous aussi, on avait, au point de vue direction facultaire, des idées, et les échanges ont rapidement abouti à une liste de noms. Après, il a fallu en sélectionner, là, pour cette année, 2 en premier qu'on va faire remonter, un au Mans, un à Cholet. Et puis, encore une fois, il y a aussi le CHU qu'il faut oublier, il y a des praticiens hospitaliers qui tiennent des DES depuis des années parce qu'il n'y a pas d'universitaire dans la discipline et il faut pas les oublier. Effectivement, le problème, c'est pas tellement de trouver les candidats, mais d'arriver à sélectionner ceux qu'on va faire monter en premier, parce que, comme toute promotion, c'est source de difficultés pour ceux qu'on choisit pas. Pour la deuxième, la réponse en tout cas, c'est le dialogue avec la CME, la direction générale de chaque site. La deuxième partie qui pose va être un peu lucide. Les collectivités territoriales sont très intéressées par financer, mais il y a un coût publicitaire derrière. Après, derrière ce coût publicitaire, quelle va être la pérennité de leur engagement? Je suis évidemment pas capable de répondre, mais c'est évident que les collectivités territoriales vont très certainement nous dire à un moment que au-delà de cet amorçage, c'est pas à eux de prendre le rôle de l'État et que c'est le financement des études de santé, en tout cas pour les médecins, c'est du rôle régalien des ministères, et donc ils n'ont pas à se substituer, et qu'à un moment ils vont dire on arrête ce financement. Alors
Ça dépend de l'engagement des régions, mais les régions, voilà, c'est de la décision politique. Hein. Donc il suffit d'un changement de président de région, de président de département, de maire de métropole, enfin président d'agglomération, et ça change. Bon, ces postes-là de toute façon, ne seront pas des postes statutaires, ce seront des postes temporaires qui sont amenés à tourner dans les hôpitaux. Alors on peut estimer que professeur associé, il faut vraiment au-delà de 2 à 3 ans, il faut vraiment des postes renouvelables. Mais ça pose la question de fond de, vous voyez bien qu'on fait un peu là, on tire un peu le diable par la queue pour augmenter nos capacités de formation, avec des choses qui sont à risque d'être non pérennes, et donc c'est pas du tout confortable, et c'est même à risque de lancer des augmentations capacitaires si on n'a pas de visibilité sur des financements pérennes. Stéphane, tu voulais intervenir peut-être ? Merci beaucoup pour Nicolas pour toutes ces précisions très très intéressantes. Moi, j'avais une question sur un peu la masse critique. C'est dans les CHU ou les facultés, on considère les disciplines où il y a que un universitaire ou deux comme très menacés. Donc là, on va créer des postes un par un. Est-ce que le conseil serait, tu disais qu'il vaut mieux se placer, donc un réanimateur dans un centre extra-universitaire qui ambitionne de partir sur ce genre de position, d'avoir une démarche plutôt à l'échelle de l'ensemble de l'hôpital et pas juste sa discipline. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il se rapproche et de faire la démarche peut-être à 2-3 collègues de différentes disciplines? Est-ce que c'est ça la logique, ou est-ce que c'est plutôt 2-3 au sein d'une même discipline dans la région? Voilà, comment avoir une masse critique? Ça va être très difficile de vendre, de faire monter sur ces postes d'associés dans une même discipline 2-3 personnes sur une région au risque de passer pour un favoritisme éhonté pour une discipline. Donc là, de façon politique, on va être obligé d'avoir une diversification et à la fois des sites et à la fois des disciplines. C'est sûr qu'il y a un double axe pour ces universitaires, universitaires associés, qui est localement d'avoir un axe transversal, mais sur la région, sur l'université, de rejoindre la communauté universitaire dans sa discipline et d'augmenter la force de frappe de sa propre discipline. Après, chaque faculté a sa propre stratégie visée universitaire. Encore une fois, je crois que au-delà de... c'est difficile d'avoir une stratégie comme ça très conçue, très établie de nomination universitaire sur une répartition entre disciplines. Ce qui va marcher, c'est la force des projets individuels. Donc on va, je pense que la plupart des doyens fonctionnent comme ça, dans la sélection des candidats, que ce soit des HU titulaires ou sur des postes là, c'est la personne qui a le meilleur CV, qui a le meilleur projet qui va l'avoir. Et si c'est le 3e ou le 4e d'une discipline, tant mieux pour la discipline. Après, on ne peut pas aller jusqu'à des excès, mais faut voir que dans l'ordre, c'est le projet d'abord.